bonjour à tous. Nous voici pour notre deuxième atelier virtuel du webinaire sur l'intelligence économique. Et aujourd'hui, Bernard Besson va nous parler de l'intelligence des risques. Je ne vous parle pas plus d'IESF, que maintenant vous connaissez bien, ni du comité IES, dont la mission est d'essayer de promouvoir un petit peu l'intelligence économique au sein de la communauté des ingénieurs et des scientifiques. Et donc, je laisse sans plus tarder la parole à Bernard. Merci Jean, merci Julie. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de l'intelligence des risques, qui est un sujet familier à tous nos ingénieurs d'IESF et d'ailleurs, dont c'est le quotidien, d'autant plus que nous vivons une période à risque. Cette pandémie génère effectivement des risques qui sont non seulement sanitaires, mais qui sont d'autre nature, car les risques, comme nous allons le voir, sont contagieux. Donc, l'intelligence des risques nous amène à afficher la slide suivante que Jean va présenter à l'écran pour nous montrer qu'avec cette affaire, nous sommes dans une continuité qui remonte à la plus haute antiquité. La protection, la prévention des risques de toute nature a des origines à la fois techniques, religieuses et civiques. En face de nous, nous avons un personnage qui est le risque manager de l'époque, le gestionnaire des risques de la cité antique. Il s'agit d'un aruspice qui va examiner à partir d'une méthodologie très précise et transparente, parce que affichée et publiée. Cet aruspice professionnel va examiner quels sont les différents risques que court la Légion, dont on voit une image en bas à droite de la diapositive. La Légion romaine se trouve dans la Gaule chevelue, où elle va affronter les barbares, les Gaulois, dont on sait qu'ils sont des guerriers intrépides, pas toujours très disciplinés, mais particulièrement courageux, et qu'ils bricolent des armes redoutables. Avant d'engager la bataille, dans la tente du général, le gestionnaire des risques procède dans un silence monacal et religieux à l'examen des bêtes. Les poulets picorent les grains dans le damier qui représente les 24 lettres de l'alphabet latin. Et après mûre réflexion, le spécialiste, qui parfois est accompagné d'un auxiliaire, d'un apprenti, va décider du résultat. Et il va dire au général, tu peux engager le combat. Alors bien sûr, chez l'homme rationnel du XXIe siècle, nous dirons bien volontiers que la discipline légionnaire, l'agencement des cohortes assure forcément la victoire. Eh bien, c'est un peu méconnaître la réalité, parce que le légionnaire de base est un citoyen qui s'honore de payer d'ailleurs lui-même son armement pour servir la République et servir sa patrie. Je dis cela entre parenthèses. Et c'est donc un soldat qui est aussi un être religieux, un être civique. Et pour lui, bien entendu, le moral est quelque chose de très important. Et cela va avoir un effet sur le résultat de la bataille, autant que la discipline et l'entraînement militaire. Les travaux conduits par notre aruspice, finalement, ressemblent furieusement à nos échelles de fréquence et de gravité, à nos calculs de criticité pondérés que nos ingénieurs appliquent quotidiennement lorsqu'il s'agit de préparer un projet, un nouvel outillage, une nouvelle machine, une nouvelle installation. Donc, la prévention des risques, l'intelligence des risques au sens à la fois technique et quasiment métaphysique est un vieux métier. Nous n'avons rien inventé de nouveau, ni il ne vit soupçonné. Donc, nos échelles, que l'on voit en haut à droite de cette diapositive, eh bien, sont les héritières de ces techniques sumériennes, grecques et romaines. Nous allons maintenant passer à la slide suivante, que je vais demander à Jean d'afficher. Qu'est-ce que c'est que cette intelligence des risques?
L'intelligence des risques aujourd'hui est quelque chose qui s'apparente à une pensée systémique, c'est-à-dire que nous regardons, parce que nous y sommes contraints, l'ensemble des aléas, menaces et risques qui pèsent sur nos organisations, sur nos entreprises, sur nos cités. Et cette vision va fonder la matière. Elle va fonder la matière parce que nous allons relier ensemble les 4 grandes familles de risques qui contiennent tous les aléas qui peuvent nous causer des ennuis. Nous étions dans l'Antiquité, nous remontons dans le temps vers nous. En 1654, Blaise Pascal et Pierre de Fermat, en étudiant les mathématiques et les calculs de probabilité, mettent fin à la fatalité divine et inventent la notion de risque. Le risque peut se calculer. Il peut se calculer et faire l'objet d'une démarche, d'un métier d'ingénieur. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ici pour en parler. Et donc, l'intelligence des risques, c'est cette capacité à voir la diapositive qui s'affiche devant nous parce que celle-ci contient tous les risques de sécurité, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'accident, safety en anglais. Lorsque la machine explose, lorsque le système d'information de nos ordinateurs se plante, nous sommes dans la sécurité, nous sommes dans l'accident. C'est la première source, c'est la première famille de risques. Elle a été visualisée ici en rouge parce que le rouge renvoie à la couleur des sapeurs-pompiers, par exemple, des services de secours. Après, nous avons les risques qui viennent de la sûreté, qui sont visualisés en bleu, security en anglais. La sûreté, c'est tout ce qui va prévenir contre les malveillances humaines. Nous sommes dans le code pénal, nous sommes dans le vol, nous sommes dans la déstabilisation, dans la diffamation, dans la concurrence déloyale, dans l'espionnage et donc dans tout ce qui relève du droit pénal, mais aussi nous devons tenir compte de la procédure pénale lorsque l'entreprise, d'une manière tout à fait légitime, entendra se protéger contre les risques de sûreté, de malveillance humaine. Et parmi ces risques de malveillance humaine, aujourd'hui, il est évident que la cybercriminalité, la cyberdélinquance occupent une place fondamentale de plus en plus prégnante. Ensuite, nous sommes, avec la partie verte du camembert, dans la 3e famille de risques qui augmente actuellement beaucoup, ce sont les risques environnementaux. Les risques environnementaux, ce sont les risques que la nature peut me faire subir. Ce sont par exemple les inondations, les tempêtes, les submersions, les épisodes neigeux qui paralysent l'activité économique de tout un département, de toute une région. On sait aujourd'hui qu'avec le réchauffement climatique, avec certains dérèglements, nous sommes confrontés de plus en plus à du risque environnemental qui est devenu planétaire. Lorsqu'un tsunami ou un tremblement de terre au Japon perturbe l'industrie de ce pays, ce sont nos pièces détachées qui vont prendre 1 mois, 2 mois de retard à cause des difficultés inhérentes au transport. Le risque environnemental, c'est le risque également que moi, en tant qu'entreprise, en tant qu'ingénieur, je peux faire subir à la nature. Nous sommes revenus dans une vision assez écologique de l'univers, comme d'ailleurs dans l'Antiquité l'étaient ceux qui nous ont précédés. La nature a repris des couleurs un petit peu divines, c'est Gaïa, c'est la déesse Terre, il faut en prendre soin. Et donc, il y a toute une législation, toute une réglementation internationale et nationale qui oblige aujourd'hui nos ingénieurs à tenir compte aussi de cet aspect du risque environnemental.
Et nous verrons d'ailleurs que la France est particulièrement exemplaire, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, et est leader mondial dans ce que l'on appelle aujourd'hui la gestion du risque environnemental. La quatrième portion du camembert, qui est visualisée en marron, tient à l'origine de risques qui ne se situent pas dans les trois premières. Il s'agit de risques managériaux. Un risque managérial, c'est un risque qui pénalise l'entreprise parce que des décisions n'ont pas été prises au bon moment ou étaient de mauvaises décisions. Nous sommes dans des dysfonctionnements de la gouvernance. Et ces dysfonctionnements de la gouvernance peuvent entraîner des pertes, peuvent entraîner pour l'entreprise un certain nombre de désagréments, de risques. Et pour mieux illustrer cette affaire-là, j'ai affiché en haut à gauche la diapositive de notre précédent atelier virtuel où nous parlions de l'intelligence collective. Eh bien, l'intelligence des risques, c'est du grain à moudre pour notre intelligence collective. Car bien entendu, s'il y a des professionnels du risque, s'il y a des risques managers dans l'entreprise, il y a aussi une intelligence collective et donc le schéma du premier atelier virtuel va venir se poser sur celui d'aujourd'hui. Et là, tout le monde comprendra que, effectivement, l'intelligence collective va se trouver en regard de cette intelligence des risques. Maintenant, nous allons passer à la diapositive suivante pour examiner d'un peu plus près, voilà, cette affaire de connexion entre une vision qui est celle à droite de l'intelligence des risques et une action qui est celle à gauche de l'intelligence collective. On voit très bien que les deux manières de penser et d'agir ont à avoir quelque chose en commun. La mémoire va tenir compte, par exemple, de tous les événements, de tous les dysfonctionnements qui, par le passé, peuvent nous éclairer sur les inconvénients de demain. Un risque, c'est aussi un réseau de personnes compétentes à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Un risque, qu'il soit un risque de sécurité, de sûreté ou de management, c'est quelque chose qui va s'analyser, c'est quelque chose qui va être évalué, qui sera critiqué, qui fera l'objet de calculs. Donc, voilà pour la logique d'ensemble de l'intelligence collective et de l'intelligence des risques. Nous passons maintenant à la slide suivante pour aller un petit peu plus à fond dans les risques managériaux. Alors, ces risques managériaux, ils peuvent paraître un petit peu moins évidents que ceux qui nous paraissent, je dirais, quasiment naturels et qui ont été évoqués précédemment. C'est pour ça que je voudrais y revenir un petit peu plus en détail. Parmi les risques managériaux, j'en ai affiché quelques-uns et je commencerai par le premier, le risque d'amnésie. C'est un risque insidieux qui concerne toutes nos entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. C'est-à-dire que à la suite de départ en retraite, de départ de personnes qui travaillaient chez nous et qui s'en vont pour une raison ou pour une autre, l'entreprise perd des savoir-faire non formalisés, des savoir-faire qui n'ont pas été mémorisés, dont on n'a pas fait attention à l'existence. C'est ainsi, par exemple, qu'une très belle entreprise, je pense à Isigny-Sainte-Mère, une magnifique entreprise française, à un moment donné, elle s'est aperçue qu'il manquait un certain nombre de savoir-faire dus au départ en retraite. Et il a fallu rattraper cette amnésie, il a fallu récupérer les savoir-faire qui avaient quitté l'entreprise subrepticement. L'intelligence économique, l'intelligence des risques, ça consiste à savoir gérer aussi les départs. Ceux qui quittent l'entreprise ne doivent pas quitter son intelligence collective, ne doivent pas quitter son intelligence des risques. Un autre risque managérial, le risque d'image.
ce qui fait la valeur d'une entreprise aujourd'hui, bien souvent, c'est la confiance qu'elle inspire, c'est son image, c'est le sérieux dont elle est créditée chez ses clients et ses futurs clients. On parle aujourd'hui de réputation, nous sommes tout à fait dans l'image, nous sommes dans la confiance. Et cela aussi, cela se mesure. Il existe des outils, des algorithmes, des logiciels qui permettent en temps réel, quasiment heure par heure, de mesurer la confiance, l'image, le côté sympathique ou non sympathique de mon entreprise. Un autre risque, le risque religieux. Il est de fait qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'entreprises et d'organisations, des revendications religieuses concernant aux repas, concernant les instants de prière, concernant les pèlerinages, font que se posent des questions pour lesquelles les chefs d'entreprise n'ont pas été préparés. C'est un risque qui est particulièrement difficile à gérer, que l'on évoque peu, mais qui concerne un certain nombre de personnes, d'entreprises, et donc il faut l'aborder d'une manière à la fois subtile, humaine et très juridique. Le fait de croire ou de ne pas croire n'est pas un délit. On ne peut pas interdire dans une entreprise à des salariés de parler de religion. La religion n'est pas un délit. Par contre, lorsqu'elle contrevient à un certain nombre de dispositions du Code du travail, à un certain nombre de dispositions ayant trait à l'hygiène ou à la sécurité ou à la sûreté, elle devient un problème. Donc, nos ingénieurs, qui ne sont pas forcément familiarisés avec ce genre de problème, ont tout intérêt à s'intéresser à la gestion de ces problèmes religieux et sectaires. Le risque client est un autre risque managérial qui est particulièrement d'actualité aujourd'hui parce qu'avec la pandémie de la Covid-19, un certain nombre de mes clients ou de mes fournisseurs risquent de faire faillite, de devenir insolvables. Or, l'insolvabilité des partenaires économiques, c'est un métier qui remonte au XIXe siècle. Depuis longtemps, et actuellement, aujourd'hui, nous avons des géants du renseignement commercial à l'échelle de la planète. Nous en avons aussi en France de très bons qui vont permettre finalement d'anticiper des défaillances de clients ou de fournisseurs et permettre ainsi à mon entreprise d'écarter un certain nombre de menaces. Nous sommes en plein dans l'un des risques managériaux que j'évoquais. Le risque sanitaire, il est inutile évidemment d'insister aujourd'hui sur son actualité. C'est quelque chose qui est prévisible également. Je rappelle que les grandes caractéristiques de la pandémie sont connues depuis longtemps, depuis 2019, comme l'indique le nom Covid-19, et que d'ailleurs, lors du H1N1, nous avons envisagé, nous avons dans nos entreprises mis en place des systèmes de prévention, des plans de continuité d'activité qui tenaient compte de la gravité du H1N1. Gravité qui, fort heureusement, ne s'est pas avérée. À cet égard, il faut saluer le travail du SGDN dans son ancienne appellation, qui à l'époque avait été un précurseur en matière de prévention du risque sanitaire. Le risque assurantiel, c'est un risque managérial, je dirais, à la fois petit et grand. Si on prend le risque assurantiel par le petit bout de la lorgnette, cela signifie qu'il faut faire attention à ne pas payer trop cher des polices d'assurance sans avoir pris le temps de faire jouer la concurrence entre les différentes compagnies qui se présentent à nous. Il faut environ tous les 3 ans remettre à plat tous les dossiers, toutes les polices d'assurance. Et puis le risque assurantiel, il existe aussi avec la chaîne de la réassurance lorsque nos entreprises de haute technologie, notamment françaises, et fort heureusement d'ailleurs, d'après ce que l'on entend actuellement, il est question de les booster, de leur allouer plusieurs milliards pour faciliter leur développement, eh bien, ces entreprises-là vont s'assurer. Mais pour s'assurer,
elles vont donner, délivrer des informations économiques très pointues. Or, que deviendront ces informations très pointues qui seront versées dans la chaîne de l'assurance auprès de compagnies qui demain peut-être seront rachetées par d'autres? Donc il faut faire très attention là-dessus. Je pense notamment aux affaires dans le domaine aérospatial et aéronautique. À une époque, le gouvernement français a pris des mesures non spectaculaires mais tout à fait réelles pour limiter cet aspect du risque assurancier. Le risque psychosocial, les risques psychosociaux, eh bien, ils sont particulièrement aujourd'hui prégnants à cause notamment des conséquences de la pandémie de la Covid-19. Il y a d'abord les risques psychosociaux classiques, comme le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, qui sont des risques absolument intolérables, qui rendent la vie dans l'entreprise insupportable à un certain nombre de personnes, notamment, je pense, aux dames qui en sont souvent victimes. Eh bien, ce risque se combat d'abord parce qu'on en parle, on ose le nommer et on désigne une personne dans l'entreprise qui sera chargée d'écouter ceux qui ont des choses à dire sur ce sujet. Et puis le risque psychosocial, il apparaît aujourd'hui à travers le télétravail. Il est certain que le télétravail est une occasion de limiter les dégâts, de continuer l'activité des entreprises, c'est une facilité, mais d'un autre côté, c'est une situation qui éloigne les hommes et les femmes de l'entreprise, qui les éloignent les uns des autres. Or, on a besoin d'avoir cette chaleur humaine, cette spontanéité, ces bavardages autour de la machine à café, cette vision de plusieurs personnes à la fois, cette perception des ambiances, cette perception des sourires, cette perception du dernier potin à la mode dans l'entreprise, ce qui fait un petit peu la civilisation de l'entreprise. Or, sans cette civilisation, sans cette humanité, sans cette proximité, on perd énormément en termes d'ambiance, de conviction, en termes de sens. Donc, le télétravail va engendrer des risques psychologiques qui rentrent, bien entendu, dans cette catégorie. Le risque sociétal, c'est le risque de ne pas comprendre comment évolue la société. Toutes les sociétés évoluent dans leurs valeurs, parfois de manière contradictoire. Eh bien, une entreprise qui vend des services, qui vend des produits de tous les jours à ses clients, ne peut pas se payer le luxe d'ignorer quelles sont les grandes mutations dans la manière de penser d'une société. Le risque pays, c'est le risque que je cours lorsque je traite avec un pays comme par exemple l'Iran, l'Afghanistan, peut-être l'Égypte ou le Mali, ou la Grande-Bretagne, frappée par le Brexit. Il y a vis-à-vis de chaque pays une catégorie, une liste de risques, d'aléas, de menaces que je dois lister et que je dois anticiper. Le risque pays, là aussi, il fait l'objet d'une veille spécifique et toutes nos entreprises françaises, notamment, sont polyglottes. J'ai chez moi des gens qui connaissent des langues parlées dans ces nations-là, dans ces pays, ou si eux-mêmes ne parlent pas ces langues-là, ils connaissent d'autres personnes qui peuvent m'éclairer sur ce que deviendront, par exemple, les tarifs douaniers, les procédures douanières entre l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse et la France. Le risque pays, donc, fait partie des risques managériaux. Le risque de cécité technologique, c'est le risque de ne pas percevoir les évolutions, le darwinisme technologique. On sait qu'il y a un darwinisme biologique, eh bien, il y a aussi un darwinisme technologique. Toutes les inventions, toutes les innovations obéissent à de grandes lois naturelles, je mets des guillemets entre naturelles, qui vont consister, par exemple, à cannibaliser les applications. Aujourd'hui, sur mon smartphone, j'ai quelque chose qui permet de lire l'heure, la météo, qui me permet d'envoyer des messages, de téléphoner, de faire un tas de choses qui auparavant étaient séparées.
dans d'autres outils. Et donc, il y a un darwinisme technologique, il y a des grandes lois de l'innovation. Eh bien, les percevoir, ça fait partie des risques managériaux. Plus exactement, ne pas les percevoir est un risque. Les percevoir devient une possibilité d'innovation. Et là, on voit qu'avec l'intelligence économique, tout est réversible. Tous ces risques qui s'alignent devant nous, à partir du moment où ils sont perçus, où ils sont débattus, d'abord diminuent, et ensuite peuvent, pour beaucoup d'entre eux, devenir des opportunités. La menace se transforme en opportunité et peut devenir un avantage concurrentiel. Nous le reverrons ultérieurement. Maintenant, nous allons passer à une autre slide de manière à poursuivre notre examen. Alors là, je voudrais rentrer un petit peu plus dans les détails sur ce que c'est qu'un risque et ce que c'est que le marché du risque. Le risque industriel, la sécurité économique, toutes ces menaces constituent depuis très longtemps un business international, un marché. Et parmi les sources de l'intelligence des risques, il faut distinguer d'une part toutes nos lois et nos règlements, je pense notamment aux lois et réglementations françaises, qui sont très nombreuses, je dirais même trop nombreuses, qui n'ont pas le bénéfice d'une vision d'ensemble, parce qu'elles ne sont pas souvent reliées, elles résultent de lois de circonstances. Et lorsque l'on parle de sécurité économique, on ne voit pas toujours très bien de quoi il s'agit. Et là, je pense à nos ingénieurs qui se lancent dans la création d'une entreprise ou à qui l'on va confier un projet et où on leur demande de se préoccuper de sécurité économique. Et ils vont chercher dans tous nos codes, et Dieu sait s'il y en a, des réponses à leurs questions. Et là, ils vont se trouver confrontés à des choses très théoriques, à des choses finalement assez peu pratiques, car nous ne sommes pas en France très logisticiens, nous ne sommes pas très pragmatiques. Nous sommes dans le concept, bien souvent, dans le théorique qui se traduit en réglementation juridique, mais tout ça ne bénéficie pas, bien souvent, d'une idée d'ensemble, d'une logique interne. Tout ça est trop dispersé. Or, il y a une autre source de l'intelligence des risques qui, elle, est conçue par des ingénieurs. Et lorsque l'on parle de normes internationales, il faut bien savoir que ce sont des ingénieurs qui parlent à d'autres ingénieurs à travers le processus ISO. Le processus du standard international de Lausanne, connu sous le nom ISO, est un processus démocratique qui est le résultat de la réflexion d'experts, d'ingénieurs qui savent de quoi ils parlent, mais qui proviennent de différentes cultures et qui, à partir de réseaux de prénormalisation et de travaux en commun, vont élaborer à l'usage d'autres ingénieurs ce que l'on appelle des normes qui vont expliquer, avec des exemples concrets, la manière de protéger une entreprise face à un certain nombre de risques. C'est pour cela que j'insiste sur cet aspect normatif. Alors, il est hors de question dans cette intervention brève d'évoquer toutes les normes et la manière dont elles se construisent, mais je voudrais insister sur la norme ISO 28000 parce qu'elle est emblématique du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Cette norme va permettre à une entreprise qui veut se lancer à l'international de se faire certifier, ce qui est un avantage concurrentiel non négligeable. La norme ISO 28000 est née à la suite des attentats du 11 septembre 2001. À la suite de cet épouvantable épisode, il a été décidé que cette chose-là ne devrait pas se reproduire. Et la communauté internationale des ingénieurs concernés a décidé la création d'une norme internationale connue sous le nom d'ISO 28000. L'ISO 28000 envisage tous les inconvénients, tous les risques qui pourraient venir d'une mauvaise maîtrise de la supply chain. Et donc, ce travail a été lancé par des ingénieurs, pour des ingénieurs, et aujourd'hui, on peut dire que cette norme est très lisible,
elle est claire, elle offre des solutions qui sont tout à fait simples et donc opérationnelles. Donc, sur un plan théorique, c'est tout à fait intéressant. Mais il n'y a pas que le théorique. Il y a aussi derrière cette norme une vision politique, car au départ, lors de la création de l'ISO 28000, eh bien, les États-Unis se sont impliqués dans cette affaire-là, notamment avec l'ANSI, qui est l'équivalent américain de l'AFNOR, et les États-Unis ont décidé que la sécurité économique, l'intelligence des risques, ça serait aussi un business qui allait développer de nouvelles industries. Je pense par exemple à la biométrie, au plan de continuité d'activité, à l'interopérabilité des services de secours entre les services de secours terrestres et aériens, les hélicoptères notamment. Eh bien, à la suite de ces normes, un certain nombre d'entreprises ont été créées et ont permis aux États-Unis de garder l'avantage dans le domaine de la sécurité économique, un domaine dans lequel ils sont concurrencés par des géants norvégiens, allemands, je pense notamment à DNV GL, je pense à DEKRA, qui depuis le 19e siècle vendent de la sécurité économique à leurs clients, aux Japonais, qui ont d'ailleurs dans le domaine nucléaire, en matière de prévention des risques, une antériorité tout à fait intéressante. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que, et là on va faire un petit peu de philosophie, nos ingénieurs français excellent dans tous ces domaines, notamment nucléaire, notamment électricité, mais lorsque se présente l'occasion de créer une norme internationale, eh bien, il leur manque, et ils ne sont pas les seuls responsables, il leur manque la vision politique que les autres nations ont de la chose. Les États-Unis et les pays que je viens de citer ont, sur le marché de la sécurité économique et de l'intelligence des risques, une vision à la fois technique et politique, alors que nous n'avons qu'une vision technique. Et nous nous arrêtons là, parce que c'est quelque chose, le passage du technique au politique, que nous ne saisissons pas bien. Nous sommes mal à l'aise avec cela. Voilà, je voulais faire donc cette diversion sur l'ISO 28000 et je voudrais maintenant afficher la dernière slide pour montrer, voilà, quels sont les référentiels de l'intelligence des risques. Lorsque l'on parle de l'intelligence des risques, bien entendu, nous avons nos textes réglementaires français, nous avons notamment, et on l'oublie souvent, la jurisprudence de la Cour de cassation, car on le sait peu, mais la haute juridiction a en France posé des principes que la loi n'avait pas posés concernant l'articulation dans une entreprise de tout le système de prévention des risques, notamment en définissant d'une manière claire et simple, en très peu de mots, ce que c'est que le management des risques et le métier de risk manager. Je reviens à l'aspect international. Voici quelles sont les grandes sources de l'intelligence des risques. D'abord, l'ISO 31000, c'est le management global de tous les risques. C'est la norme internationale qui définit la façon dont une entreprise doit se protéger. Et d'ailleurs, l'ISO 31000 mentionne très clairement la nécessité pour les entreprises de se renseigner, de s'informer. C'est pour ça que cette norme internationale est non seulement une source en matière d'intelligence des risques, mais elle est une source en matière d'intelligence économique tout court, parce qu'elle indique aux entreprises cette obligation qu'elles ont d'anticiper, de se renseigner, d'être informées. La sécurité économique, c'est l'ISO 28000. Celui-ci est certifiant, c'est-à-dire que l'entreprise qui veut se faire certifier va devoir accomplir un certain nombre de process qui vont lui permettre, en fin de course, d'être vraiment de plein pied dans l'intelligence des risques. La sécurité de l'information, c'est l'ISO 27000. C'est tout ce qui concerne la cybercriminalité, la cyberdélinquance. Internet, on le sait,
est un système qui, au départ, avait été conçu pour être rapide, pour être transparent. Il n'avait pas été particulièrement construit pour être sécurisé. C'est pour cela que régulièrement, on le rétablit à coup de rustine, à coup de bricolage. Mais on sait très bien que le système Internet est fragile et il existe d'ailleurs d'autres systèmes qui pourraient être d'autres Internets. Et nous avons en France des précurseurs, je pense à Louis Pouzin ou à John Day aux États-Unis, à Boston, qui fait depuis des années un travail remarquable et qui imagine un Internet avec différentes couches dans lequel je ne vais pas rentrer, mais qui montre que là aussi, en matière de cybercriminalité, on peut à la fois lutter ponctuellement contre des menaces, contre des hameçonnages, contre des ransomware, mais on peut aussi essayer d'imaginer un système beaucoup plus global et beaucoup plus sécurisé. Autre source de l'intelligence des risques, le management environnemental, toute la famille des ISO 14000. Et là, je le disais tout à l'heure, la France est pionnière. Nous sommes dans le pays où le recensement département par département, commune par commune, de tous les risques naturels et technologiques majeurs qui menacent nos entreprises a été particulièrement bien fait. Et donc, chacune de nos PME et de nos PMI peuvent se tourner auprès de leur préfecture pour recevoir communication immédiate de tous les risques encourus là où elles sont implantées ou là où elles voudraient demain s'implanter. Ensuite, la responsabilité sociétale des entreprises, eh bien, ça correspond à ce que j'évoquais en parlant du risque sociétal. Cette norme fait rassemblement de toutes les exigences de la société vis-à-vis des entreprises. Entre parenthèses, d'ailleurs, l'État se défausse de plus en plus sur les entreprises d'un certain nombre d'obligations en matière sociale qu'il ne peut plus assurer. Et d'ailleurs, d'une manière générale, on demande de plus en plus aux entreprises d'assurer la sécurité publique que l'État, malgré des effectifs pléthoriques de gendarmerie et de police, n'est plus en mesure d'assurer. Et là, je ne voudrais pas faire de la science-fiction, mais on va vers une privatisation croissante des métiers de sécurité et de sûreté. Donc, voilà, pour nos ingénieurs, quels sont quelques éléments de réflexion qui leur permettront d'entrer dans une culture générale absolument, à mon avis, indispensable. Parce que l'avantage de la culture générale en matière d'intelligence des risques permet d'avoir un regard circulaire et de gagner du temps. Elle permet aussi de voir où sont les trous dans la raquette. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je n'ai pas. À partir de là, c'est avec tous les savoir-faire qui existent déjà dans l'entreprise que l'on va découvrir que finalement, eh bien, nous avons dans nos magasins beaucoup de choses qui existent déjà, mais que nous ne voyions pas forcément parce que nous ne les avions pas reliées ensemble. Voilà ce que je voulais dire en terminant maintenant cette présentation. Et donc, j'attends, si bien sûr il y a des questions, je suis tout à fait disposé à y répondre. Alors, Bernard, on a une question qui est, oui. À ton avis, puisqu'on vient de commencer l'année, du coup nous sommes en 2021 maintenant, bien sûr on est encore très focalisé sur le risque pandémique, mais qu'en est-il d'autres types de risques qui sont pour toi des choses sur lesquelles les ingénieurs doivent se cultiver d'ores et déjà? Alors, nos ingénieurs peuvent se cultiver, alors j'évoquais le risque de la pandémie Internet, un effondrement du système d'information. Bon. Je dirais qu'il est peu probable, mais c'est toujours peu probable également d'envisager une pandémie internationale. Je pense également à ce qui pourrait nous arriver en termes d'électricité. Nous avons une stratégie d'électricité, d'énergie en France qui est ce qu'elle est. Il n'entre pas dans ma vocation de critiquer les mesures gouvernementales ou pas.
Toujours est-il qu'on nous a annoncé, il n'y a pas si longtemps que cela, que nous risquions d'avoir des coupures d'électricité. Que font nos ingénieurs si demain il n'y a plus d'électricité pour faire fonctionner les entreprises? Voilà un véritable sujet d'intelligence des risques. Que fait-on si demain la confiance dans les monnaies traditionnelles, comme le dollar ou l'euro, s'effondre? Pourquoi cette confiance s'effondrait-elle? Eh bien, tout le monde le voit, parce que jour après jour, on nous annonce, pour pallier aux effets de la pandémie, l'allocation de dizaines de milliards qui se rajoutent à des dizaines de milliards en euros et en dollars pour venir essayer de colmater les brèches. Le risque, c'est qu'à un moment donné, eh bien, les épargnants n'aient plus confiance dans ces monnaies. Un autre risque résulte du fait que nous avons en Allemagne et en France une épargne considérable qui dort sur les comptes courants. Comment se fait-il que nous prenions le risque de laisser ces masses monétaires dans des bas de laine alors que notre économie et nos entreprises ont besoin d'argent? Il y a là quelque chose qui est un défaut d'imagination. L'imagination consisterait à trouver des solutions pour permettre à cet argent qui dort de venir utilement créer des entreprises. Je dirais, l'imagination impose que les jeunes générations bénéficient d'une manière intelligente de l'économie que les anciens ont su accumuler. Voilà un sujet de réflexion pour nos ingénieurs, qui est en même temps un risque, mais c'est aussi une opportunité. Ce risque monétaire, d'ailleurs, on commence à le percevoir à travers certains signaux faibles. Le fait que les monnaies virtuelles, les bitcoins, les blockchains, c'est-à-dire les systèmes qui sont décentralisés, mais qui génèrent de la confiance, aujourd'hui prennent de la valeur. Plusieurs pays font d'ailleurs des essais en matière de monnaie virtuelle. Les Chinois notamment en ont plusieurs, mais ils ne sont pas les seuls. En Europe également. Les États s'y intéressent. Et pourquoi s'y intéressent-ils? Eh bien justement, à un moment donné, il faudra peut-être avoir des monnaies qui inspirent plus confiance que celles qui aujourd'hui sont très sollicitées par le quantitative easing, par la planche à billets des banques centrales qui tournent à plein régime, et tout cela finit par inquiéter. Voilà des inquiétudes que nous pourrions savamment mettre sur nos plans de travail. Le terrorisme n'a pas dit malheureusement son dernier mot. Nous avons un risque d'enlisement de nos militaires dans des guerres sans fin en Afrique qui ne seront pas sans conséquences sur notre sol, pour un certain nombre de raisons. Nous avons également un risque d'avoir des générations de jeunes ingénieurs qui vont manquer à cause de la pandémie, à cause de la perturbation dans les programmes scolaires. Est-ce que l'on peut imaginer aujourd'hui dans nos entreprises un système de formation interne qui va pallier à ce déficit de savoir, de connaissances et de savoir-faire? Je dirais même qu'il est presque du devoir des entreprises, là encore, d'imaginer des solutions pour que les connaissances qui ont été mises en jachère à cause de la pandémie, eh bien, soient récupérées au bénéfice de l'intérêt général. Donc voilà des pistes de réflexion pour nos ingénieurs qui sont des risques, mais qui en même temps sont des opportunités pour créer des entreprises. Parce que le but d'un ingénieur, c'est quand même de créer une entreprise. Et c'est quoi une entreprise? Une entreprise, c'est l'identification d'un problème et c'est l'apport de solutions à des clients ou des futurs clients. Une entreprise, c'est une réflexion en amont d'un certain nombre de difficultés auxquelles moi, ingénieur, je vais apporter mon enthousiasme et mon imagination. Voilà, pour répondre à la question de Julie, ce que je vois pour 2021 comme risque et opportunité. Merci Bernard. On est presque à 1 heure, donc je propose oui. qu'on s'arrête là. Je vais mettre voilà. l'enregistrement en pause.